Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. Donc ça nous fait très plaisir d'accueillir pour le J'ai perdu le compte Xème libraire d'un soir les éditions Zulma, la personne de Laure Leroy, donc qui va nous présenter selon la formule consacrée 7 livres qui lui tiennent particulièrement à cœur, qui ne sont pas les siens, c'est-à-dire que le livre ne médite pas, c'est la règle, et en revanche un de nos experts, un lecteur redoutable que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est caché quelque part là-bas, qui est Jules Abdalov, qui a un autre nom, mais qu'on n'est pas censé livrer à l'enregistrement et au public, parlera en fait de ses titres préférés des éditions Zulma, donc qui est un éditeur qu'on aime beaucoup dans cette librairie, pour tout un tas de raisons qu'on dira tout à l'heure. Mais la règle de ce soir, c'est que ce n'est pas nous qui parlons, c'est donc Laure Leroy, donc merci et bienvenue. Ok. Bon, alors, c'était difficile de choisir 7 livres et qui soient en même temps pas du tout les miens, mais qui quand même sont un peu les miens. Et j'avais envie de commencer de vous parler du Mont Analogue. Donc c'est un roman de René Daumal. Et ce que je me suis dit en réfléchissant à ça hier soir, c'est que j'avais rien envie de vous dire sur René Daumal. Je trouve que c'est le Mont Analogue. C'est un livre très étrange. Et je ne sais pas si ceux qui l'ont lu déjà seront d'accord avec moi, mais je trouve que toute l'histoire de l'auteur change et métamorphose la perception qu'on a du livre. Et moi, je préfère le livre presque sans l'auteur. Alors c'est un peu comment dire, presque iconoclaste de dire ça, mais je trouve qu'avec Daumal, il y a tout un tas de trucs bizarres qui circulent et tout ça. Et en fait, ce livre-là, c'est vraiment une pure merveille de romanesque, presque la littérature et la fiction à l'état pur. En tout cas, le geste romanesque, le geste de la fiction. Alors, ça commence par une sorte de rencontre improbable de deux types qui se donnent rendez-vous. Et donc, l'un des deux gars va aller chez l'autre pour voilà, le rencontrer, se voir. Et il arrive en bas de la porte de son rendez-vous. Et là, impossible de rentrer dans l'appartement. Donc, il découvre qu'il y a une corde le long d'une fenêtre. Et finalement, le seul moyen de rentrer dans cet appartement pour voir ce type avec qui il a rendez-vous, c'est d'escalader. Donc il se met à grimper à la corde, etc. Il y a une lucarne, il rentre dans l'appartement. Et là, il trouve enfin son interlocuteur avec qui ils vont pouvoir commencer à bavarder de l'affaire qui leur tient à cœur. Et ce type qui habite dans cet endroit va l'emmener dans un premier temps en quelque sorte en discutant, quoi, comme vous savez, on discute avec des amis, on fait les 100 pas sur le trottoir, on se promène, on cause de choses et d'autres. Et ce petit appartement qui doit être comme une sorte de chambre de bonne au 6e étage, ils se mettent à faire les 100 pas là-dedans. Et en fait, ça devient comme un circuit de randonnée extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils arpentent, ils croisent des forêts, toutes sortes de choses étranges, en discutant, en bavardant dans l'appartement. Et l'objet de ce rendez-vous, c'est un voyage. C'est que le type qui habite là est un inventeur fou, un maître en absurdie de toutes sortes, et il a découvert qu'il y avait quelque part dans le Pacifique ou je ne sais où, une île avec une montagne, et donc c'est ça qui s'appelle le Mont Analogue. Alors ce livre peut avoir une lecture philosophique, une lecture presque spirituelle, toutes sortes de lectures. Moi, ce que j'aime dans le Mont Analogue, c'est vraiment la lecture la plus simple, la plus basique qui soit. C'est cette aventure incroyable qui va emmener tout ce petit monde à la recherche du Mont Analogue, qui est une montagne sur une île au milieu de l'océan Pacifique, qui n'est sur aucune carte, que personne n'a jamais découvert, et que eux vont découvrir parce qu'ils vont percer le mystère de ce Mont Analogue. Et donc il y a une vraie aventure qui les emmène sur cette petite île, et parce qu'ils vont évidemment réussir
à percer le mystère de cette île et aborder sur ce rivage. Et je trouve qu'il y a une idée pour moi dans ce roman qui est vraiment de qu'est-ce que c'est la littérature, qu'est-ce que c'est la fiction, qu'est-ce que c'est un écrivain qui nous embarque dans une folle aventure. Et je trouve que c'est, s'il y a une deuxième lecture ou un deuxième plan de lecture à avoir de ce roman, je trouve que c'est vraiment un roman sur le roman, un roman sur le plaisir de lire, un roman sur le plaisir d'être embarqué dans une folle aventure avec un auteur qui vous raconte une histoire et qui vous emmène dans son univers. Et j'avais un petit passage qui était joli. Il y a un ton, vous verrez aussi, qui est très simple. Donc quand il arrive en haut de sa corde à escalade, il se fait accueillir donc par son hôte qui lui dit « Vous voyez ce que je dois faire pour gagner ma croûte, me dit-il. J'aurais voulu vous recevoir mieux. Je croyais que vous travailliez dans la parfumerie, interrompis-je. Pas seulement. J'ai aussi affaire dans une fabrique d'appareils ménagers, une maison d'articles de camping, un laboratoire de produits insecticides et une entreprise de photogravure. Je m'engage partout à réaliser les inventions jugées impossibles. Jusqu'ici, cela a réussi. Mais comme on sait que je ne puis rien faire d'autre dans la vie que d'inventer des absurdités, on ne me paye pas gros. Alors, je donne des leçons d'escalade à des fils de famille fatigués du bridge et des croisières. Mettez-vous donc à votre aise et faites connaissance avec ma mansarde. Voilà. Et ça va être le début de cette aventure. Et vraiment, c'est tout petit, c'est une vraie merveille. C'est un livre que j'ai offert plein et plein de fois. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de... Vous me regardez tous d'un air super sérieux. J'ai l'impression que j'ai convaincu personne. Donc, le mot analogue de René Daumal. Et ensuite, je vais enchaîner avec la complainte du sentier de Bibhuti Bhushan Banerjee. Alors, Bibhuti Bhushan Banerjee, c'est un auteur bengali du milieu de 1930 à peu près, naître au début voilà, du XXe siècle. Je me mélange dans mes siècles. Et c'est un grand classique bengali. Si vous avez vu la trilogie d'Apu de Satyajit Ray, c'est la complainte du sentier, c'est le premier volet. En fait, c'est la trilogie d'Apu, comme le nom l'indique, est une trilogie. Donc la complainte du sentier, c'est le premier. Ça correspond au premier film de Satyajit Ray. Et je trouve qu'il y a dans la littérature bengali, donc ça vaut pour Bibhuti Bhushan Banerjee, ça vaut aussi pour beaucoup de textes de Rabindranath Tagore, donc c'est la littérature bengali, disons, première moitié du XXe siècle. En tout cas, sans être une connaisseuse forcément de cette culture, que j'aime par ailleurs, il y a un sentiment de l'enfance, de la sensibilité des enfants qui, je trouve, est toujours extraordinaire. Il me semble qu'il n'y a pas tant d'écrivains que ça dans l'histoire de la littérature, on va dire, qu'on lit et chez qui on retrouve vraiment toute la finesse d'émotions, de sentiments des enfants. Et donc là, c'est l'histoire de Apu, qui est un petit garçon qui vit dans un village dans la campagne du Bengale, et toute son aventure va être à la fois faite une sorte de grande misère matérielle et en même temps une richesse infinie dans les relations entre les gens. Alors évidemment, c'est des relations qui sont toujours compliquées puisqu'il y a les voisins, les familles, les belles familles. Et Banerjee, à chaque fois, comme tous les auteurs de cette période, nous récapitule toujours les généalogies de tout le monde. Mais bon, il ne faut pas s'en faire. Il y a la moitié des personnages qu'on oublie au fil de l'histoire. Mais je croyais que j'avais mis un marque-page.
l'histoire commence avec la petite fille, une petite fille qui habite dans une sorte de maison un peu désolée. C'est des gens, des sortes de brahmanes désargentés, quoi, qui ont plus beaucoup de moyens, plus beaucoup d'argent, avec un père brahmane intellectuel qui se promène partout, mais alors du coup sa famille n'a jamais rien à manger, tout le monde est un peu abandonné comme ça. Et la petite fille, il y a une vieille tante qui habite avec eux, et la petite fille a une relation extraordinaire avec cette vieille tante. Alors la vieille tante, c'est vraiment la sorte de cousine bête locale, quoi. C'est la vieille tante que personne ne veut, qui erre de foyer, de gendre en belle-fille, en beau-fils. Elle est malmenée par la vie. C'est une vieille veuve et qui n'a plus de... Sa fille est morte, son mari est mort, elle n'a plus nulle part où habiter, donc elle va chez les uns, chez les autres. À chaque fois, personne ne l'aime, elle se fait... Elle doit être une emmerdeuse aussi, pas possible, mais du coup, elle se fait jeter régulièrement. Et là, dans cette famille-là aussi, elle est détestée, si je puis dire, mais sauf par la petite fille. Et la petite fille adore cette vieille tante parce que la vieille tante, elle lui chante plein de chansons et elle lui raconte plein d'histoires. Et c'est le genre de toute petite histoire qui fait un quotidien dans le Bengale de cette époque. Et moi, ça me fend le cœur. Enfin, je veux dire, je trouve que il y a un charme qui est vraiment irrésistible, mais qui est dans la tendresse. Mais c'est pas une tendresse larmoyante, ou c'est pas une tendresse misérabiliste. C'est en même temps nourri de plein de gestes d'un quotidien qui est assez cru, qui est assez rude, où on ne prend pas des gants pour dire leurs faits aux gens. Donc la vie est rude, le contexte est assez brut de décoffrage, et en même temps là il y a des émotions qui sont vraiment d'une finesse que je trouve que peu d'écrivains savent rendre aussi bien, et qu'on trouve chez Bibhutan Banerjee, mais aussi chez notre ami Rabindranath Tagore. Et donc j'ai évidemment perdu le petit passage. Donc la petite fille est très triste parce que sa tante vient d'être envoyée, et elle n'a plus personne pour lui raconter des histoires le soir. Et sa mère est manifestement malade. Il se passe quelque chose, sa maman est malade. Donc la petite fille, elle resta encore un peu assise dans l'incertitude, puis se recoucha et se rendormit. Combien de temps après, elle n'en savait rien. Son sommeil fut encore une fois interrompu par une sorte de miaulement. Aussitôt, elle se rappela que dans l'après-midi, elle avait caché les petits chatons dans le fourneau cassé sur le porche de la cuisine de sa tante. De tout petits chatons douillés dont les yeux ne s'étaient pas encore ouverts. « Oh, le gros matou a dû venir les manger, c'est sûrement ça, pensa-t-elle. » Les yeux encore pleins de sommeil, elle se précipita dans le noir vers le porche de la tante et plongea la main dans le fourneau. Les chatons y dormaient sans souci. Aucune trace nulle part du matou. Surprise, elle alla se recoucher et se rendormit une fois de plus. Dans son sommeil, elle entendit encore des miaulements venus d'on ne sait où. Le lendemain, au réveil, elle se frotta les yeux et vit la sage-femme devant elle qui lui disait « Oh, fillette, hier soir tu as eu un petit frère, tu ne veux pas le voir? Oh mon Dieu, que de cris, que d'agitation, où étais-tu? Quelle affaire? Je vais faire une offrande du saint de Kalpour, il nous a protégés cette nuit. » L'enfant se précipita pour jeter un coup d'œil du seuil de la chambre d'accouchement. Sa mère dormait allongée près de la cloison de feuilles de palmier. Couché sur une couverture matelassée, un tout petit être étrange au teint clair, à peine plus grand qu'une poupée de verre, dormait lui aussi. Bref, je ne veux pas vous raconter, mais elle découvre son petit frère. Et là, la tante n'est pas là, mais elle va pouvoir s'occuper de son petit frère et lui raconter toutes les histoires que sa tante lui racontait, etc. Donc après, ça continue et il arrive tout plein de malheurs dans cette famille, et c'est le destin de ce petit garçon qui naît donc au début de la complainte du sentier, qu'on va suivre à travers toute la trilogie d'Apo. Donc ça, c'est l'édition qui est là, à le DVD du film de Satyajit Ray. Je ne sais pas s'il y a les trois ou s'il n'y en a qu'un.
pense qu'il n'y a que le premier. Ouais. Donc en fait, il y a les deux autres, mais les deux autres livres n'ont pas été traduits. C'est voilà, les mystères de la collection Connaissance de l'Orient. Il y en a un, c'est traduit par Frans Bhattacharya, et c'est à mon sens une vraie merveille pour découvrir le Bengale de cette époque et toute une culture qui est excessivement raffinée dans un milieu villageois très simple. Quand j'étais gamine, j'ai lu tout Molière 14 fois et j'ai dû lire 25 fois Les Trois Mousquetaires. Donc c'était vraiment... J'adorais Les Trois Mousquetaires. Après, je suis passée au Comte de Monte Cristo qui a aujourd'hui ma préférence. Mais j'étais vraiment dingue de cette histoire de Trois Mousquetaires. Tout ça pour dire que plus tard, pour je ne sais plus quelle raison qui serait trop longue à expliquer, je me suis mise à faire des études de chinois et j'ai passé... C'était une époque aussi, alors c'était il y a une vingtaine d'années, où on n'avait pas une littérature chinoise contemporaine très vivante ou très accessible. On avait surtout accès aux classiques parce que la Chine continentale sortait à peine du maoïsme. Et donc on n'avait pas encore un regain littéraire très fort. Alors est-ce que c'est cette raison ou une autre, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas je me suis jetée avec voracité sur tous les grands classiques de la littérature chinoise. Et donc chaque Noël ou chaque anniversaire, je voulais mon classique chinois. Donc je ne pourrais plus vous dire quelle année, mais il y a eu une année où j'ai eu Au bord de l'eau. Bon, là vous avez de la chance, ça existe en folio. Alors je ne vais pas être mensongère, dans le folio il vous manque la fin. Bon, c'est moins cher hein, mais que le Pléiade, mais vous n'avez pas la fin. La fin, la bonne nouvelle c'est que la fin c'est une sorte de rajout qui est pas exactement dans la même veine que le début. Donc il vous manque un truc qui est un peu moins bien. Mais je vous le dis quand même. Donc Au bord de l'eau, c'est un roman chinois qui doit dater du XVIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Ça se passe au XIIe siècle. Et je vous parlais des Trois Mousquetaires parce que c'est une histoire de brigands. Et donc, le régime, l'empire de Chine est en plein déséquilibre. Rien ne va plus. Il y a de la corruption et des fonctionnaires véreux un peu partout. Et il y a des brigands. Alors, c'est des hommes, comment on appelle ça? Des montagnes et des forêts, non? Non, Marianne, non? Un petit coup de main, c'est ça? Il y a une expression pour qualifier les brigands, mais en fait, tous les brigands, c'est des hommes au cœur droit et au cœur juste qui sont devenus des brigands pour sauver la veuve et l'orphelin, pour réparer des injustices, pour remettre un peu de justice là où il n'y en avait pas. Et donc pour ce faire, ils sont devenus brigands. Et donc on va suivre à travers... Donc c'est quand même, là j'en ai un, mais il y a 2 volumes de la Pléiade ou deux volumes bien conséquents là en folio. On va suivre le destin de 108 brigands qui sont... donc on n'a pas les 108 d'emblée, hein, je vous rassure. On commence à en rencontrer un qui a une aventure où il va se mettre à redresser des torts et donc se mettre lui-même en danger et devoir prendre le maquis parce qu'il a commis un crime pour réparer une injustice. Et donc ce premier brigand, on le croise évidemment, il va lui-même croiser un deuxième brigand avec qui il va avoir une échauffourée, et puis au bout de l'échauffourée, ils vont s'apercevoir tous les deux qu'en fait, ils sont des hommes droits, au cœur pur, etc. tous les deux, tout en ayant des tempéraments radicalement différents. Les deux vont avoir toutes sortes d'aventures, vont en croiser un troisième, un quatrième, etc. Je vous promets, vous lisez ça, à la fin, vous connaissez au moins 30 ou 40 de ces brigands
par leur petit nom, avec leur caractère, avec leur histoire, avec leur spécialité, parce que ils ont tous des spécialités. Il y en a qui sont des brutes avec des gourdins qui tapent plus fort que tout le monde, mais il y en a d'autres qui sont des Machiavel, il y en a un dont l'arme favorite est des sortes de feux d'artifice, donc c'est un maître en explosifs, un autre il fait des stratégies pas possibles, donc chacun a vraiment des tempéraments et des histoires et des manières de se battre qui sont radicalement différentes, mais l'entremêlement, le croisement de tous ces destins et se fait de telle sorte qu'on les connaît tous, enfin tous, au moins 30-40 sur les 108. Alors les 108, c'est une constellation qui sort de je ne sais où, qui dit que l'Empire sera sauvé par un truc de 108 étoiles. Et donc, par le roman, et petit à petit, les 108 se rassemblent et ça s'appelle Au bord de l'eau parce que ils vont leur repère de brigands, le repère final des 108 va être une sorte d'énorme manoir sur une île dans une région entourée de marécages. Donc on a ce que je voulais vous raconter. Bon, et puis le roman se termine quand ils sont tous réunis, en fait, et c'est là que le folio s'arrête. Et une fois qu'ils sont tous réunis, il se passe encore des trucs, mais c'est beaucoup moins bien que quand ils étaient en train de se réunir et que on les croisait tous. Alors, ce qui est aussi fabuleux dans ce roman, Au bord de l'eau, c'est que, et c'est pas le cas de tous les grands romans classiques chinois qu'on trouve en Pléiade, c'est que c'est une traduction de Jacques Dard qui est une traduction absolument extraordinaire. Et ça aussi, c'est un grand plaisir de la lecture. Juste, là, ce que je m'étais dit, c'était que j'allais vous lire les intitulés de quelques chapitres pour vous donner un peu le goût du truc. Chapitre 1. Le maître céleste Zhang conjure les pestilences. Le grand maréchal Hong laisse échapper les démons. 2. L'instructeur Wang se réfugie clandestinement à Yan'anfu. Le dragon bleu sème grand tribouille dans le village de la famille She. 3. Messire She se rend nuitamment à la sous-préfecture de Huayin. Le contrôleur Lu rosse à mort le maître du Guanxi. Chapitre 4. Sagesse profonde sème la confusion dans le monde des 5 terrasses. Le sous-directeur Jiao répare par 2 fois le temple de Manchusri. 5. Le petit potentat, ivre, trouve une surprise derrière la courtine dorée. Le bon tatoué sème le garbouille au village des fleurs de péché. 6. Le dragon bleu chevale les voyageurs dans la forêt des pins rouges. Sagesse profonde met le feu au temple de la montagne magique. 7. Le bon tatoué déracine d'un coup un saule pleureur. Tête de léopard, il arrive. Tête de léopard pénètre par mégarde dans la salle du tigre blanc. Ils ont tous des noms et des aventures. Tout ça est vraiment, c'est une sorte de roman picaresque chinois. Et franchement, on se plonge dedans et c'est juste un régal. En tout cas, voilà, moi j'adore. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté à la fois... J'aime aussi beaucoup le Juge Ti, par exemple, les aventures du Juge Ti que j'ai toutes lues à peu près 18 fois. Mais on a une sorte de source, qui est à mon avis la source vive de tout le folklore du roman d'aventure chinois. Vous savez, vous avez passé la nuit dans une auberge et l'aubergiste en fait tue tous les hôtes de passage, il fait des petits pâtés à la viande humaine. Donc les premiers voyageurs se rendent compte que l'aubergiste était un affreux parce qu'il trouve, je sais pas quoi, un petit os manifestement humain dans un petit pâté que l'aubergiste leur a offert. Donc ils se doutent que l'aubergiste est un affreux et donc ils vont rétablir la justice, etc. Donc tout le comment dire, le kitsch
du roman chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le voit dans, je sais pas quoi, le cinéma, les dessins animés, la littérature contemporaine. La source de tout un kitsch chinois que j'aime particulièrement, en fait, elle est là, elle est authentique, et elle est aussi géniale que la version kitschisée, qui est souvent très amusante aussi. Donc voilà, ça c'est pour Au bord de l'eau. Alors, avec quoi je continue? L'âge d'or n'est pas pour demain. Donc là, on passe au XXe siècle. C'est un écrivain, Aiko Earma, c'est un écrivain ghanéen qui vit au Sénégal, à Dakar, qui écrit en anglais, qui a été publié aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les années, je pense que c'était les années 70, début des années 80, et qui, bon, bien avant, dans les années 60-70, et qui, à un moment, a eu un rejet violent de tout ce qui était occidental, et a repris les droits de tous ses livres, a créé une petite maison d'édition à Dakar. Il est fou furieux, hein, parce que non seulement ses livres ne sont plus disponibles en anglais, mais ils sont seulement disponibles dans une microscopique maison d'édition qui est à Dakar, donc dans un pays africain francophone. Il n'a même pas fait ça chez lui au Ghana, dans un environnement anglophone. Donc ces livres, pour vous dire, sont particulièrement impossibles à trouver. Et en plus d'être impossible à trouver, il ne veut pas être traduit. Moi j'ai essayé de le publier, donc on m'a dit que j'avais pas le droit de parler des livres que j'ai publiés, donc lui j'ai pas réussi à le publier, donc je peux en parler. Et il a une... il faut que j'aille le voir, voilà, mais je suis même pas sûre, je pense que je vais me faire jeter. Et je sais pas, je suis même pas sûre de réussir à le convaincre en allant le voir. Et donc je sais plus comment je suis tombée. Si, c'est Boubacar Boris Diop qui, depuis des années que je le connais, me dit il y a un auteur, c'est le plus grand écrivain africain vivant, c'est Aiko Earma. Et il me parle de Aiko Earma depuis des années. Et Aiko Earma a une langue qui est vraiment incroyable, qui est rauque, qui est dur, qui est complexe. Et du coup, j'ai commencé à le lire en anglais. Et je sais que je lis couramment anglais, mais j'avais du mal parce qu'il y avait une sorte de violence dans la langue. Et j'étais enchantée quand Présence africaine a réédité cette traduction de L'âge d'or n'est pas pour demain. Donc en anglais c'est The Beautiful Ones Are Not Yet Born. Et c'est une très très belle traduction qui est peut-être un peu classique au vu de la férocité de la langue et du style de l'auteur. Et en le lisant, et donc c'est un exercice pour ce soir, je vais voir ce que ça donne. Mais en le lisant, je le lisais évidemment dans une perspective éditoriale. Et je me disais, mais cet auteur, c'est génial. Il a une langue, un style, un rythme. C'est époustouflant. Genre, le style est époustouflant. En revanche, ce qu'il raconte, c'est horrible. Et je me disais, bon... C'est bien, je veux dire, on publie des livres pour quand même pour essayer de les vendre de temps en temps. Et je me disais, mais comment je vais réussir à donner envie de lire ce livre et comment les libraires vont pouvoir après avoir envie de partager ce plaisir de lire. Parce que là, vous commencez L'âge d'or n'est pas pour demain. Et vous êtes dans la merde, les crachats, les ordures, ça pue, c'est abominable. Les gens sont sales, misérables, malheureux, exploités, vivent dans vraiment une misère sordide. Et avec ce matériau-là,
c'est le matériau de la colère en fait. La colère de cette vie de misère et de merde que le peuple africain est obligé de subir et subit avant la décolonisation et les indépendances et subit après les indépendances et la merde continue. Et c'est à la fois dans la violence de son style, mais c'est aussi dans l'histoire. Donc les types suent, ça pue, c'est sale, ils crachent par terre, ils vident des ordures, ils font tout ça. Et en fait, voilà, on a le parcours du héros. On peut même pas appeler ça un héros tellement c'est, je sais pas comment on peut l'appeler. Et c'est magnifiquement écrit. Voilà, je sais pas si je vous donne envie de le lire ou pas, mais franchement, c'est au début il y a une sorte de violence du choc et la traduction telle qu'elle est, franchement, je trouve est très belle. Elle serait peut-être un tout petit peu classique, un tout petit peu propre par rapport à la violence du texte en anglais, mais franchement, c'est une voix comme on n'en entend pas si souvent que ça dans la littérature. Et voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup que vous le découvriez et j'aimerais beaucoup le publier aussi. Mais je ne sais pas. Donc, je vous lis pas de passage de celui-là. Hein, je vous laisse découvrir en le feuilletant. Mais je pense que c'est vraiment, si vous voulez, une voix à la fois très contemporaine, très originale, et une sorte de colère, mais qui n'est pas déprimante quand même, qui est plutôt, c'est plutôt de l'adrénaline que de la déprime, sa colère, mais c'est très très noir. Donc voilà pour Ayi Kwei Arma. Alors, le cœur de l'homme de Jan Kalman Stefánsson, je ne sais pas si vous avez lu les deux premiers volumes, c'est une trilogie. Hein, il y a Entre ciel et terre et La tristesse des anges. Ça, c'est le troisième. Moi, j'ai lu le premier, Entre ciel et terre. J'ai loupé La tristesse des anges. Et je me suis rembobinée avec le cœur de l'homme. C'est une Islande. Ça se passe, je pense, en fait, c'est compliqué avec l'Islande. Ça pourrait se passer aussi bien au 19e, au début du 20e siècle, jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est une société qui était assez immobile, surtout dans la campagne islandaise, avec les pêcheurs, avec le froid, avec les gens qui habitent dans des sortes de campagnes archi reculées, où ils sont privés de tout contact pendant l'hiver qui dure à peu près 12 mois de l'année. Et il y a malgré tout les pêcheurs étrangers, les bateaux étrangers qui viennent quand même de temps en temps et qui apportent un autre sens de la vie et une sorte d'air frais, on va dire. Et alors ce roman, j'étais assez surprise en le lisant parce que le premier, Entre ciel et terre, c'est vraiment une histoire de pêcheurs. Et il y a des scènes d'ailleurs dans ce livre qui sont éblouissantes, mais c'était vraiment une sorte de roman de pêcheur, on va dire, très, très court. Et celui-là, je te dis que Jan Kalman m'a vraiment bluffé, mais c'est vraiment un immense roman d'amour. Alors c'est un grand roman d'amour, mais c'est pas un amour, il y a plusieurs histoires d'amour, mais à la fin, c'est un roman d'amour au sens où il nous parle de l'amour de manière très... comme si c'était... je peux pas dire que c'est un truc abstrait, mais c'est quelque chose qui existe dans nos vies, qui peut prendre des tas de formes différentes, avec les individus, avec les histoires. Tout le monde peut... Mais il arrive, c'est comme s'il réussissait à travers ce roman à incarner ce que c'est que les histoires d'amour fous, les histoires d'amour passionnées. Et évidemment, j'avais cherché un passage que j'ai pas trouvé tout à l'heure.
on a une histoire notamment qui est très très belle avec une femme de ce village qui vit seule, qui est assez libre et indépendante et qui va tomber amoureuse du capitaine d'un vaisseau, on va dire anglais, je ne sais plus s'il est vraiment anglais, mais on va dire ça. Et elle nous raconte toute cette histoire avec cet homme qui vient, qui est là quelque temps, puis qui repart. Et elle est sur son île, c'est une île où rien ne bouge, et elle attend, enfin rien ne bouge, mais en même temps dans cette immobilité, tout bouge, parce qu'évidemment quand rien bouge, les moindres petites choses qui bougent sont en soi des événements. Et elle va attendre qu'il revienne, et lui il revient, parce que c'est la pêche, c'est comme ça, il vient dans son circuit de pêche, et à chaque fois qu'il revient, c'est une sorte d'éblouissement, et puis après il repart, et elle l'attend. Et un jour, le bateau coule. Et le bateau coule dans le port, et tout le monde est mort. Et c'est... il lui avait écrit pour lui dire je viens à terre, et puis finalement il n'est pas venu à terre, et finalement il est resté sur son bateau, le bateau a coulé, ils sont tous... Et elle va vivre encore 20 ans, 30 ans, 40 ans après cette histoire-là, et toute sa vie va l'habiter, cette folle histoire d'amour qui était tellement riche, tellement violente, tellement forte, que finalement ça habite tous les jours de sa vie. Et c'est le cœur de l'homme, mais je trouvais que dans ce roman, c'était le cœur de cette femme qui était si vibrant, si généreux, si fort, que finalement, elle arrive à ce personnage à une sorte de cœur vibrant qui fait que ça rayonne sur tous les autres personnages du livre, et qui fait que l'ensemble du roman est une sorte de somptueuse histoire d'amour. Mais il y a plein d'autres histoires d'amour. J'adore l'histoire d'amour. Donc voilà. Le cœur de l'homme, traduit par Eric Bourri, qui est vraiment un excellent traducteur de l'islandais. Et Jón Kalman Stefansson pour la toute petite histoire. Je ne sais pas si vous avez vu la Strada avec ce troisième personnage qui est un peu le clown dont Giulietta Massina tombe amoureuse, non? Ça vous évoque quelque chose? Et ben c'est exactement Jón Kalman Stefansson. On a l'impression d'une sorte d'elfe qui est tout lumineux, tout joyeux, et en même temps hyper radical et très engagé. Et voilà, la littérature, c'est quelque chose chez les Islandais et chez Jón Kalman Stefansson. Et du coup, je l'ai encore préféré au premier. Je trouve qu'il est, c'est une vraie merveille. Il faut le lire absolument. Et puis comme j'étais dans les romans d'amour, on va finir avec les romans d'amour. Je voulais vous parler de Adriana dans tous mes rêves de René Depestre. C'est un livre, je crois que c'est celui-là qui a dû avoir le Renaudot en je sais pas quoi, en 88. Mais en fait, on s'en fiche qu'il ait eu le Renaudot en 88. C'est juste pour vous le situer. Moi, je publie, alors je n'en parlerai pas, mais je publie de la littérature. Quand même, hein. Ça peut être mentionné. Ah, d'accord, j'ai le droit. Donc, je publie chez Zulma plusieurs auteurs islandais. Je publie aussi quelques auteurs haïtiens. Et je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose en commun entre l'Islande et Haïti, c'est que c'est deux îles dans lesquelles la littérature est une sorte de chose vivante qui est importante pour les gens. Donc on dit que tous les Islandais lisent, ou que la moitié des Islandais lit et que l'autre moitié écrit. Et je peux vous dire qu'en Haïti, on rencontre incroyablement un nombre incroyable de gens pour qui la littérature est vraiment un truc essentiel. Donc vous arrivez en Haïti avec votre truc apitoyé sur les pauvres qui sont misérables, qui n'ont pas de maison, rien à manger, pas de médecin et je ne sais pas quoi. Et en fait, ils en ont rien à foutre de ces histoires. Ils veulent vivre, ils veulent peindre, ils veulent écrire, ils veulent lire, il y a une vitalité et qui est dans les arts, dans la culture. Et
je trouve que dans la littérature haïtienne, enfin, étrangement, vous voyez, je suis capable de citer au moins, bon, ça m'intéresse, hein, mais je suis au moins capable de citer 10 écrivains haïtiens vivants. Je n'arriverai même pas à vous citer 10 écrivains allemands vivants. Et je trouve que, voilà, Haïti, c'est vraiment aussi, là encore, une sorte de cœur vibrant de culture, de littérature qui est très très fort. Alors, parmi les écrivains haïtiens vivants, il y en a plein que j'aime, et il y en a un que j'ai choisi pour ce soir, qui est René Depestre. Et Adriana, dans tous mes rêves, c'est là encore une histoire d'amour absolument... bon, ils ont un peu exagéré sur la couverture, hein. C'est un peu ridicule leur affaire. Mais quand même, le livre est beau. Ça se passe à Jacmel, qui est une ville d'Haïti. Et à Jacmel, il y a une fille qui s'appelle Adriana, qui est la plus belle fille de Jacmel. Donc tout le monde est amoureux d'elle. Et un jour, Adriana se marie. Et donc l'histoire nous est racontée par un homme qui était le frère de lait d'Adriana. Mais malgré tout, il aurait pu l'épouser, c'est juste un frère de lait. Mais, il est fou d'elle, de toute façon, il l'adore. Et voilà, notre narrateur est transi d'amour pour Adriana. Le jour de son mariage, qui est une sorte d'énorme fête dans la ville de Jacmel, Adriana tombe raide morte. Mais en fait, ça se passe en Haïti, donc Adriana n'est pas vraiment morte. Adriana, qui est donc la plus belle femme qu'on ait pu rêver d'imaginer, a été en fait zombifiée par un affreux méchant. Et à partir de là, on va avoir toute une sorte de cours sur qu'est-ce qu'un zombie, comment ça marche, qu'est-ce que c'est vraiment que cette histoire et comment tout ça fonctionne. Et tout ça avec le narrateur qui était tout jeune homme à l'époque du mariage d'Adriana et qui vit sur un remords terrible, énorme, dont toute sa vie, il mettra toute sa vie, une grande partie de sa vie à se remettre. C'est que la nuit de l'enterrement d'Adriana, qui a été un enterrement vaudou et pas un enterrement catholique, parce que les vaudouisants ont gagné, parce que Adriana c'était la plus belle des Jacmel, donc c'est le peuple qui doit l'enterrer et pas l'église de l'élite. Donc elle a un énorme enterrement qui est une sorte d'énorme carnaval qui traverse tout Jacmel, et Jacmel est célèbre pour son carnaval. Et la nuit après l'enterrement d'Adriana, eh bien, on entend Adriana qui court dans toute la ville en demandant de l'aide, en demandant au secours, etc. Et lui, il est transi d'amour et il n'arrive pas à se dire est-ce que c'est Adriana, est-ce que c'est le zombie d'Adriana, est-ce que c'est l'âme d'Adriana, qu'est-ce que c'est ou pas. Et il n'ouvre pas la porte à Adriana. Et donc ce remords horrible va l'habiter très longtemps jusqu'à ce qu'un jour, bien plus tard dans sa vie, dans un cocktail à New York, il croise Adriana. Voilà. Et je pense que ça n'enlève rien au plaisir de lire le livre parce qu'on le sait du début, mais c'est cette traversée de l'amour et de la culture haïtienne qui fait que j'ai choisi celui-là, parce que je trouve que c'est une manière de nous parler d'une culture, d'un folklore qui n'est pas du tout folklorique, mais qui est vraiment habité par la littérature. Et puis après, si vous aimez ce dont je ne doute pas, Adriana dans tous mes rêves, il faut lire son sublime recueil de nouvelles, dont je bafouille toujours sur le titre. Oui, c'est Alléluia pour une femme jardin. Et là encore, ça vous embarquez dans... alors Depestre, c'est la campagne haïtienne, hein. C'est pas le milieu urbain, c'est pas Port-au-Prince, mais c'est une grande ville de province, c'est la campagne, etc. Mais il retraverse toute une mythologie haïtienne, et il la traverse avec un style éblouissant, avec une écriture qui est
est pleine de métaphores, qui est très imagée et qui est et donc le début de cette histoire commence avec un... Les premiers chapitres sont un peu bizarroïdes, mais ça commence avec un papillon qui vient, qui volette partout dans la maison, et en fait on apprend que le papillon c'est en fait c'est un type qui a été transformé en papillon parce il s'est fait emboucaner, zombifié dans un autre genre, et donc en fait il avait une sexualité débordante, on va dire, et il a une sorte de punition divine qui a été transformé en papillon. Et donc les 3 premiers chapitres restent une sorte d'étrangeté, et puis après hop on rentre dedans et c'est une pure merveille. Et alors le dit du Genji, c'est un livre énorme, voilà, il y a 1500 pages, on n'y comprend rien. Ça se passe à la cour de l'empereur du Japon au X-XIe siècle. C'est raconté par Dame Murasaki Shikibu. Donc c'est l'auteur, et en même temps on a vraiment l'impression que c'est elle qui nous parle. Et donc elle nous parle de cet univers dont on ne connaît absolument rien. Et pourquoi on comprend rien? On comprend rien notamment parce que c'est un livre qui se passe dans un univers qui est archi ritualisé, très très hiérarchisé, et donc les personnages qui vivent dans la cour de l'empereur passent leur temps à changer de poste. Donc le ministre de la gauche, avant d'être ministre de la gauche, était général de la porte de la droite. Et au moment de sa promotion, on ne vous prévient pas. Donc vous avez, il y a des dizaines et des dizaines de personnages, il y en a partout. Et à chaque fois qu'il y en a un qui a une promotion, et ça arrive régulièrement, il change de nom. Et donc, on a beau faire tous les efforts du monde, en fait, je défie quiconque de réussir à comprendre que le général de la porte de la droite est devenu ministre de la gauche, ou inversement. C'est juste impossible. Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'y comprend rien du tout, et qu'il y a plein de personnages dans tous les sens, et que ça se passe dans un Japon dont on ne connaît rien non plus, et qui est cet espace où tout est ritualisé. Et en plus que tout soit ritualisé, rien n'est dit. Rien n'est dit, jamais directement. Donc tout est dit par allusion, par très très lointaine petite touche comme ça, qui est censée nous faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est un livre, donc j'avoue, hein, je n'ai rien compris, j'ai adoré. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi j'ai aimé ce livre à ce point, et je me suis dit que c'était un challenge ce soir, parce que j'ai jamais réussi à convaincre personne de le lire. Et pourtant, c'est vraiment un livre que j'adore. Et alors, ce qui est fabuleux aussi, c'est que on l'ouvre à peu près n'importe où. Et donc, on y comprend encore moins que rien, parce qu'évidemment, on ne sait pas où on est avec tous ces personnages. Mais on tombe dans la poésie. La poésie de Dame Shikibu, qui nous raconte toutes les histoires qui se passent dans la cour de l'empereur. Alors le dit du Genji, c'est là encore, alors c'est pas une histoire d'amour, c'est une espèce de énorme histoire d'amour avec plein d'histoires d'amour partout. Donc, mais on comprend à peine que les gens s'aiment. Hein, je te dis, on ne comprend rien. Et cette dame, donc l'auteur, vivait à la cour de l'empereur, et c'est le premier écrivain japonais qui a écrit en langue qui était la langue parlée, qui était le japonais. Donc avant elle,
il n'y avait que des hommes qui écrivaient, et ils écrivaient en chinois, pour la plupart du temps, ou peut-être en japonais, mais en caractère chinois, je ne sais plus très bien. Et elle a écrit dans la langue dans laquelle on parlait. Et c'est aussi presque le premier écrivain japonais et la première femme écrivain japonaise. Et elle nous raconte les choses avec une sorte d'intériorité à laquelle, encore une fois, on ne comprend pas grand-chose. C'est-à-dire que tous les sentiments sont évoqués avec... on a l'ombre de la silhouette, de l'émotion qu'a provoqué tel geste qui était lui-même une allusion à quelque chose. Donc, on est dans cet univers à la fois d'ombre, mais en même temps c'est structuré parce qu'il y a plein de rituels, plein de choses. Alors il y a un autre truc dans ce roman, c'est que Dame Shikibu, elle est loin d'être bête, donc son héroïne, enfin la narratrice non plus, et donc elle nous raconte par le menu tout un tas de petits détails de la vie quotidienne dans cette cour. Donc sur le grand mouvement, on comprend tout, dans le moyen mouvement, on comprend rien, et dans le détail de chaque scène qu'on va pouvoir prendre, on comprend à peu près tout. Alors, elle nous décrit notamment, par exemple, je suis sûre que ça va vous passionner, rien que de le raconter, toute la manière dont les gens sont habillés. Donc, à chaque fois qu'un personnage arrive, on nous raconte qu'il avait une robe bleue, machin, avec tel décor dessus, qui était... avec une superposition d'une autre robe, plus une autre robe, et une ceinture machin, et un foulard bidule, et que c'était vraiment un vêtement tout à fait approprié ou tout à fait inapproprié à l'occasion, et que vraiment cette dame manquait absolument de goût de s'être habillée de telle manière pour cette occasion par ailleurs parfaitement remarquable. Et donc on est dans une sorte d'univers complètement irréel, où aucune... on n'a aucun code. Je veux dire, enfin, sauf à être des japonisants hyper pointus, que peut-être vous n'êtes pas, en tout cas que je ne suis pas. Donc, tout est dans le code du truc, et encore une fois, on n'y comprend rien. Mais quand elle nous décrit à la fois... comment va être habillée telle dame et pourquoi ce qu'elle a fait est vraiment une faute de goût impardonnable. Je ne sais pas pourquoi, c'est drôle, c'est vif, c'est vivant, et quelque part on comprend tout quand même. Donc c'est un peu difficile à expliquer. Et alors, vous savez, il y a toujours les gens qui vous disent qu'ils peuvent lire la Bible, l'ouvrir tout le temps, que c'est toujours bien, puis que ça fait toujours sens et que ça vous raconte toujours des tas de trucs. Moi, je trouve que le vrai livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page tout le temps et qui va toujours vous raconter des trucs passionnants, c'est le Dit du Genji. Voilà. Non mais franchement, c'est un livre pour la vie. Voilà, vous l'achetez une fois, vous lisez pas, c'est pas grave, vous l'ouvrez, vous lisez 3 pages, et c'est toujours, je sais pas, une sorte d'enchantement auquel, je l'aurais dit plein de fois, on comprend rien, mais je sais pas, il y a un enchantement. Alors est-ce que c'est la langue, est-ce que c'est la manière dont elle raconte ses histoires, est-ce que c'est ces sortes de rituels qu'on ne comprend pas très bien et qui en même temps ont l'air de faire sens. En tout cas, ils nous emportent totalement ailleurs. Et alors, c'est des histoires... je vous ai pas dit, le Genji, en fait, c'est disons, le fils bâtard de l'empereur. En tout cas, le fils d'une concubine. Et pour éviter que ce fils de concubine puisse un jour faire... comment dire... concurrence au fils légitime, on lui a donné le titre de Genji, et dès lors qu'il est Genji, il ne pourra plus jamais être l'empereur, mais il sera toujours une sorte de prince de sang, avec un destin hors du commun, un destin particulier. Évidemment, la grande affaire du livre, c'est l'histoire d'amour de la fille avec le Genji. Mais comme le Genji, lui aussi, comme le ministre de la gauche, de la droite et tout ça, change tout le temps, avant d'être Genji, il change toujours il était autre chose, donc il était le prince presque héritier, le fils de la dame au
au prunier sauvage. Voilà. Et puis après, on parle de lui et il est devenu le frère ou l'amant de la dame du bassin éloigné. Ou de... Et donc en fait, on sait jamais trop si on est en train de nous parler du Genji ou si on est en train de nous parler de quelqu'un d'autre ou ce qui se passe. Et c'est une vraie... mais en même temps c'est une vraie histoire d'amour. Je veux dire que il se passe vraiment des choses entre les gens. Et ce qui est aussi dans la technique, dans la manière de raconter de Notre-Dame Shikibu, c'est que les gens s'écrivent beaucoup. Donc à un moment elle peut être à sa fenêtre et elle voit passer le Genji avec toute sa troupe, et peut-être qu'il a tourné vaguement le regard vers sa fenêtre, et donc elle lui fait envoyer un petit poème. Et lui va lui répondre par un autre poème, et donc ils se répondent, et donc on se dit qu'il s'est passé des tas de trucs de la vraie vie entre eux, et entre-temps, on n'a qu'un poème sur un rayon de lune, qui serait passé ou pas par sa fenêtre, et un nénuphar qui s'était ouvert ou pas, et des grenouilles dans le soir qui rendent son âme mélancolique, et c'est très très beau. Voilà. Maintenant, je pense que si on part du principe qu'on va rien y comprendre, et que finalement on peut le feuilleter, qu'on n'est pas obligé de le lire de bout en bout, et que je pense que c'est vraiment, ça peut être, j'en suis certaine, un compagnonnage de toute une vie de lecture, et à picorer, voilà, et je dis picorer, puis c'est un mot facile, mais il y a une sorte de ressourcement. Peut-être que ça tient au fait aussi que, malgré qu'on n'y comprenne pas toujours grand-chose, elle a un regard qui est très aigu, très acide, très moqueur, très critique sur les mœurs de cette cour. Et je pense que ça, en revanche, c'est quelque chose qui nous parvient avec beaucoup plus de facilité que simplement des histoires qui peuvent être plus compliquées. Et puis, j'avais trouvé un petit passage que j'avais envie de vous lire. Bon, alors c'est compliqué parce que c'est aussi toujours des gens qui se quittent, qui se revoient, qui se sont pas assez vus, qui ont oublié de se voir, et c'est vraiment des relations compliquées entre les gens. Donc il vient de lui dire un poème et elle lui répond. Elle murmura comme pour elle-même. Ah, s'il se pouvait que l'image vous partît, du moins me restât, en ce miroir l'observer, certes me consolerait. Et se dissimulant derrière un pilier, elle fondit en larmes. Il la contemplait, se disant que chacun de ses gestes la distinguait entre toutes. Le prince gouverneur général se répandit en propos affligés et ne le quitta qu'à la tombée du jour. La dame, du séjour où fleurs au vent se dispersent, avait coutume, cela se conçoit, de lui écrire pour se distraire de sa morne solitude. Il se dit qu'elle le jugerait cruel s'il n'allait la voir une dernière fois. Aussi s'en fut-il cette nuit-là encore, malgré qu'il lui en coûtât. Quand il arriva, tard dans la nuit, l'épouse impériale s'écria. « Quel honneur pour nos insignifiantes personnes que votre visite en pareille circonstance. Décrire sa joie serait fastidieux. Des années durant, seule sa protection leur avait permis de vivre dans leur extrême dénuement, et il imagina combien leur situation allait s'aggraver en voyant l'abandon dans lequel déjà elle vivait. La lune se levait, à son dernier quartier, et dans son indistincte clarté, l'aspect désolé de ces parages, le vaste étang, les montagnes, l'ombre obscure des arbres, évoquaient pour lui l'endroit sauvage et écarté de tout où il allait devoir séjourner. La dame de l'aile occidentale, persuadée qu'il ne viendrait point, était plongée dans des pensées moroses quand, dans la paix nocturne que le clair de lune rendait poignante,
À chaque geste répandant un parfum incomparable, il entra discrètement. Elle avança un peu, en glissant sur les genoux, et ils furent un moment à contempler la lune. Puis ils passèrent la nuit, en tendre devis, jusqu'aux approches de l'aube. Ah, que cette nuit est brève! Lorsque je pense que pareille entrevue, peut-être jamais ne se renouvellera, combien je regrette les années passées dans une apparente indifférence. Et ce coup du sort sans précédent, qui surprendra la postérité, ne laisse à mon cœur un instant de répit. Ainsi évoquait-il le temps passé, et le coq plusieurs fois déjà avait chanté. Alors, craignant les médisances, en hâte il s'en fut. La comparaison s'imposa, comme toujours, mélancolique, du coucher de la lune. Et son reflet sur la robe pourpre de la dame, en vérité faisait croire que la lune, elle aussi, avait le visage baigné de larmes. Pour étroite que soit la manche qui donne abri au clair de lune, toujours je l'y voudrais voir, car jamais ne m'en lasserai. C'est elle qui lui dit ça. Touché par cette douleur, il voulut la consoler. Dans son va-et-vient, la lune toujours retrouve un jour son éclat. Si donc un instant se couvre le ciel, ne vous affligez. Bon, voilà, c'est un tout petit passage du dit du Genji. Je ne sais pas si j'ai su vous en parler vraiment, vraiment bien, mais je vous assure que c'est un livre extraordinaire qui est toujours très juste et plein de sensibilité sur nos émotions les plus intimes, sur nos émotions minuscules, sur toute ces infra-choses qui font la subtilité de l'âme humaine et qui sont si difficiles à exprimer, et que finalement par ce sorte de grand flou et de grands détails, elle arrive à exprimer. Et je suis toujours émue de cette femme du 10-11e siècle qui finalement aujourd'hui réussit encore à parler à mon cœur de femme d'aujourd'hui et à toucher dans une sorte de brume étrange des émotions, et à les toucher avec beaucoup d'acuité, de justesse. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le dit du Genji. Merci beaucoup Laure. Donc, alors Raoul Abdel n'est pas présent ce soir, il le regrette et c'est pas une Saint, mais je pense qu'il n'aurait pas résisté à mentionner au passage à propos du Genji que depuis une dizaine d'années en France, c'est malgré tout devenu un peu à la mode d'être ministre de l'Intérieur et puis de devenir président ou Premier ministre, sans qu'on voit vraiment une différence à la lecture. Mais en tout cas maintenant c'est Jules Abdalov qui va nous parler donc de ses préférés des éditions Zulma. Merci. Alors, c'est pas forcément mes préférés, en tout cas, c'est des livres que j'aime beaucoup et qui, en tout cas en ce qui me concerne, représentent assez bien le panel de livres de Zulma que j'ai pu lire. J'en ai lu un certain nombre. Alors, pour moi, Zulma, alors, faut que je dise, je viens des littératures de l'imaginaire. Enfin, j'ai lu beaucoup de littérature de l'imaginaire, et Zulma, pour moi, était la charnière entre les littératures de l'imaginaire et la littérature générale, parce que, en tout cas, dans les livres que j'ai lus, ces livres-là ont un pied dans les deux mondes, enfin dans les deux univers. Il fraye souvent du côté du fantastique, et d'ailleurs parmi les livres que je vais présenter, il y en a la plupart qui touchent un peu au fantastique d'une façon ou d'une autre. Alors une autre chose que je voulais dire aussi à propos des livres de Zulma, une autre des raisons pour lesquelles j'adhère à cet éditeur, c'est qu'ils sont très beaux, ils sont magnifiques comme livres, à la fois au niveau du papier, de la police et des couvertures. Qui sont composés par David Pearson, et je trouve que ils arrivent à se renouveler de façon assez exceptionnelle dans le choix des couvertures et dans les motifs qui sont mis en œuvre et qui correspondent très bien au contenu des livres. Donc voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment aimé lire ces livres-là. Alors, je vais commencer par David Toscana. Pourquoi David Toscana? Parce que El Ultimo Lector a été le premier livre de Zulma que j'ai lu. Alors c'est pas celui-là que je vais présenter. Malgré tout, je parlais de L'Armée illuminée, qui est son dernier livre paru en France.
qui est traduit par François-Michel Durazzo. Alors, El Ultimo Elector, j'avais vraiment beaucoup aimé, je vais quand même en dire deux mots. Il s'agissait d'un bibliothécaire dans un petit village mexicain en proie à la sécheresse qui se servait des romans pour décrire la réalité, ou en tout cas montrer que les romans pouvaient être utilisés pour essayer d'aiguiller un petit peu la réalité selon ses désirs. Et c'était un personnage aussi qui avait une conception très rigoureuse, très arrêté de la littérature, et qui balançait les livres qu'il n'aimait pas dans une pièce remplie de cafards. Ça m'a tout de suite parlé. Et donc dans ce livre, L'Ultimo Lector, j'avais trouvé que David Toscana présentait un petit peu, peut-être, je ne sais pas si c'était sa conception à lui de la littérature, mais en tout cas une certaine conception de la littérature qui, tant au niveau du fond et de la forme, avec un style simple, pudique, sans métaphore exagérée, et qui pourtant parvient à transmettre des émotions assez subtil, et en fait c'était à travers la voix de ce personnage, donc de ce bibliothécaire, qu'il édictait en quelque sorte des règles sur ce que devait être la littérature. Alors on pourrait dire que c'est un petit peu pompeux, un petit peu orgueilleux de dire ça, sauf que ces règles-là, David Toscana lui-même les suit dans son roman, et ça marche très bien parce que c'est vraiment excellemment bien écrit. Et on retrouve ce style dans L'Armée illuminée. Alors de quoi ça parle, L'Armée illuminée? Ça parle d'un professeur dans les années 60 à Monterrey au Mexique, c'est un vieil instituteur en fait qui nourrit une haine assez féroce contre les Américains. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il considère que le Texas, qui a été pris par les Américains le siècle dernier, doit revenir aux Mexicains. Et l'autre raison, c'est qu'il n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques de je ne sais plus quelle année, et que pardon, de 62. 62, ok. Et qu'il considère que les Américains lui ont volé la victoire, parce que lui-même a couru ce marathon à 1000 km de distance, et il est arrivé, selon son chronomètre, il est arrivé 3e. Mais c'est pas lui qui a eu la médaille de bronze, c'est un Américain. Et donc voilà, ce rêve-là a été brisé pour lui, et ça a été un déclencheur de cette haine pour les Américains. Et forcément, dans ses cours, il rabat les oreilles de ses élèves sur sa haine des Américains, et comme quoi il faudrait reprendre Fort Alamo, etc. Au bout d'un moment, il se fait licencier par son proviseur, et il décide de monter une armée pour aller reprendre Fort Alamo. C'est assez ambitieux, sauf que son armée, au final, va se composer de 5 jeunes gens attardés, des handicapés mentaux, d'une école spécialisée qu'il a réussi à convaincre de le suivre. Alors voilà, c'est très drôle, c'est farfelu, mais pour autant ça tombe pas dans la farce. Et c'est même, j'ai trouvé ce livre profondément touchant, à la fois à travers les rêves brisés de l'instituteur, donc Matthus, mais aussi à travers ce qu'ils appellent les illuminés, donc ces personnes handicapées, qui ont une conscience aiguë de leur handicap, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont handicapés, et pour autant ils vont profiter de cette échappée pour faire la démonstration de leur courage et de leur humanité. Parce que voilà, dans la vie de tous les jours, ils subissent des humiliations, ils subissent des frustrations en permanence. Et là, c'est le moyen pour eux de montrer qu'ils peuvent faire autre chose de leur vie. Alors, évidemment, l'aventure proposée par leur professeur est une espèce d'illusion. Et c'est une illusion c'est ça qui est assez fort, c'est que Matthus parvient à convaincre ses illuminés, mais il parvient aussi à convaincre des personnes adultes qui ont toutes leurs facultés mentales, pour diverses raisons. Et cette illusion prend corps en fait, et les illuminés se l'approprient et s'approprient véritablement cette quête de Fort Alamo en y apportant leur propre imaginaire, leurs propres idées de la vie qu'ils ont vues dans les films, qu'ils ont vues dans les livres. Et voilà, et du coup, c'est vraiment un trait commun je trouve avec L'Ultimo Lector, c'est que David Toscana parvient à gommer les frontières entre la fiction et la réalité, et c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce livre, L'Armée illuminée. Alors je vais continuer avec Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop. Donc Boubacar Boris Diop, alors je fais un petit aveu, j'ai découvert ce livre un peu par erreur. C'est-à-dire qu'en lisant le titre, je me suis dit, ah chouette, un roman fantastique qui va parler du monde des morts en Afrique, etc. Super. Alors évidemment, quand j'ai lu les premières pages, ah mince, en fait ça parle du génocide du Rwanda. Donc première descente. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais en train de prendre en plein visage l'une de mes grandes claques littéraires, en fait. Alors, ça
en 1994, donc l'année du génocide du Rwanda, je devais avoir à peu près 16 ans. Et quand je voyais ces images de cette guerre à la télé, sur TF1, pour moi, c'était pas plus qu'une des innombrables guerres ethniques qu'on voyait en Afrique. Et j'avoue, je m'y intéressais pas beaucoup. Et du coup, 20 ans après, en lisant ce livre, ça a été une vraie révélation, une vraie prise de conscience de ce qui s'était réellement passé. Et il y a quand même eu 800 000 morts, hein, c'est un génocide assez très horrible. Et du coup, ouais, je pense que c'est un livre nécessaire à plus d'un titre pour nous Français, parce qu'il y a une postface à la fin du livre qui a été écrite spécialement pour cette édition-là, qui est écrite par l'auteur et qui raconte que le gouvernement français à l'époque n'avait pas été totalement innocent et étranger à ce conflit. Alors, Boubacar Boris Diop n'est pas rwandais, il est sénégalais je crois. Il n'a pas vécu le génocide, mais 4 ans après, donc en 1998, il a bénéficié d'une résidence d'auteur qui a été faite par une association, je ne me souviens plus le nom, qui a envoyé 10 auteurs au Rwanda sur le thème de écrire comme devoir de mémoire pour parler du génocide. Et donc ce roman, puisque c'est un roman, c'est pas un essai, c'est un roman, il raconte le retour d'un exilé rwandais, Cornelius, qui rentre dans son pays après le génocide. Alors ce personnage n'a pas non plus vécu le génocide, il en conçoit de la culpabilité évidemment pour tout ce qui est passé, mais aussi parce que quasiment toute sa famille a été décimée, sauf un oncle. Et c'est cet oncle qui va tenter de rejoindre, de Kigali à Murambi, le titre du roman. Et il va tenter de comprendre comment son peuple en est arrivé là, comprendre ce déchaînement de haine et de violence qui laisse des traumatismes très profonds dans la société rwandaise, encore aujourd'hui d'ailleurs. Je crois qu'il y a des procès qui sont toujours en cours pour faire la lumière sur certains actes de certaines personnes qui sont encore là. Alors le récit, donc ça parle de ce personnage Cornelius. Il est entrecoupé de récits à la première personne, de témoins ou d'acteurs du génocide, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau. Et du coup, on se prend dans ces passages-là, on se prend vraiment de plein fouet des émotions, des sentiments qu'on n'a pas l'habitude nous-mêmes de ressentir, qu'on ne peut pas ressentir, cette espèce de haine froide, de peur, de résignation face à la souffrance des gens. Et du coup, c'est vraiment choquant au sens physique du terme, et d'autant que l'auteur, Boubacar Boris Diop, raconte tout cela d'un ton assez, je dirais pas journalistique, mais assez franc, assez réaliste, sans fioriture, et qui laisse vraiment aucune échappatoire, qui ne tombe pas dans le sensationnalisme, qui ne tombe pas dans le sentimentalisme. Alors pour autant, c'est pas un livre triste, on pourrait croire que c'est très lourd, mais c'est pas un livre triste parce qu'il y a quand même de l'espoir, notamment dans ces gens qui se retrouvent quand Cornelius retrouve des amis à lui. Il y a de l'espoir, il y a de la joie derrière tout ça, on sent qu'il y a un véritable désir de reconstruire toute la société rwandaise. Donc voilà, c'est pas un livre triste. Alors, comme je disais, il y a cette postface qui vient éclairer un petit peu à la fin le contexte, et on apprend que non, le génocide rwandais, c'était pas une guerre ethnique, puisque à la base, au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de véritable ethnie. Ce sont plutôt des castes, et ce sont les colonisateurs européens qui ont fabriqué les conditions de ce génocide. Et du coup, ouais, ça fait très froid dans le dos, en fait, quand on lit ce roman. Mais c'est vraiment un roman, je trouve, nécessaire, d'autant pour les gens comme moi qui, à l'époque, n'avaient pas vraiment compris ce qui se passait là-bas. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que aussi, Boris raconte cette histoire du génocide rwandais sans aucune note de folklore africain. Et donc, quand on lit cette histoire-là, c'est pas un truc qui se passe en Afrique, c'est vous et moi. C'est des gens, et c'est nous. Et il y a une humanité qu'on arrive à partager de manière immédiate, parce qu'il n'y a aucun élément de folklore. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans ce qu'on peut lire sur le génocide rwandais, où il y a toujours une sorte de mise à distance, un truc qui s'est passé loin, donc c'est pas nous, et nous ça nous arriverait pas, et c'est pas comme ça. Exactement. Alors que là, c'est des gens qui ont été pris en otage, tout un pays qui a été pris en otage d'une sorte de président fou furieux.
et ça pourrait nous arriver tout pareil. Mais voilà, il raconte ça avec ce ton très direct, très un peu brut de décoffrage, qui fait que c'est juste vous et moi dans cette histoire. Et c'est très troublant parce qu'on a le récit d'un des bourreaux, un milicien Interamwe, où en fait pour lui, il n'est pas coupable. Pour lui, il a fait juste un travail. Et c'est, on se prend ça dans la tête, on se dit, waouh, comment on peut en arriver là? Et en même temps, comme tu dis, ça pourrait arriver à tout le monde. Qu'on soit victime ou bourreau, il y a des conditions qui font que voilà, ça pourrait arriver à tout le monde et c'est très troublant à lire, ça pose pas mal de questions. Sur ce point-là, les 3 livres documentaires de Jean Herzfeld sont impressionnants aussi, puisqu'il s'agit de recueillir la parole des victimes, puis la parole des bourreaux dans le 2e tome. Et donc, et effectivement, il y a ça, là, c'est de l'ordre de l'interview retravaillée ensuite de façon journalistique, mais assez talentueuse, où c'est incroyable à lire, parce que effectivement, le truc, et le 3e tome qui est sur les possibilités de réconciliation, donc le programme Kagame faisant qu'on tourne une page et qu'on arrive à refaire vivre ensemble des Hutus et des Tutsis au Rwanda, arrive à être aussi impressionnant que les 2 autres, en fait, par la façon justement de donner toute sa place à la mémoire, mais rien que sa place. Donc, en fait, Herzfeld, c'est magnifique, mais c'est ce que j'ai appelé poétiser. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as des gens qui parlent français avec une langue qui n'est pas tout à fait le français qu'on parle ici, ça donne une dimension un peu poétique à la parole des gens. Et je trouve que c'est très très beau. Enfin, moi j'étais bouleversée par la lecture d'Herzfeld. Mais je trouve que la qualité de Mourambi, c'est une qualité inverse, disons, des qualités d'Herzfeld. Je suis complètement d'accord, mais il n'y a pas une distance poétique en fait, qui est bref, voilà, j'arrête. Je te rejoins un peu parce que j'avais lu aussi Moisson de crâne de Abdourahmane Waberi sur le même sujet qui est très court et j'avais pas autant accroché que Mourambi parce qu'effectivement c'était très bien écrit mais c'était très poétique et j'avais pas le sentiment de réellement vivre, d'être plongé dans ce drame en fait. La technique que son gars aussi. Donc voilà, Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop. On va venir en France avec Hubert Haddad, Théorie de la vilaine petite fille. En France. Oui, pardon, auteur français. On part aux États-Unis, effectivement. Alors moi j'avais découvert Hubert Haddad par un premier roman qui s'appelait L'Univers, également chez Zulma. Où je dois avouer que j'avais pas tout compris, un roman un peu expérimental, mais j'avais beaucoup aimé la langue. J'avais continué avec ses nouvelles du jour et de la nuit, qui sont pareilles dans un superbe coffret. Il y en a un exemplaire tout là-haut que vous pourrez prendre si vous voulez, qui sont donc une espèce intégrale de ces nouvelles, avec des nouvelles très, dont beaucoup aussi à la lisière du fantastique, écrites avec une véritable élégance, et je vais revenir sur le style de Hubert Haddad. Et donc dans ce roman, Théorie de la vilaine petite fille, on va suivre l'aventure des sœurs Fox, qui sont les sœurs qui ont inventé le spiritualisme moderne, qui donnera le spiritisme en Europe quelques années plus tard. Donc c'est un roman qui se base sur une histoire réelle. Donc on est dans les années 1850 aux États-Unis, dans l'État de New York, où on va suivre depuis leur jeunesse donc 2 des sœurs Fox au début, Kate et Margaret, qui ont, je crois que Kate a une dizaine d'années, Margaret doit avoir 2 ou 3 ans de plus, et qui déménagent avec leurs parents dans une petite ville qui s'appelle Hightsville, dans une maison pleine de bruit. La nuit, en tout cas, elles entendent des bruits, donc ça leur fait peur. Et pour un peu chasser cette peur, elles imaginent que ces bruits sont créés par un fantôme, en tout cas l'esprit de Mr. Splitfoot, qui aurait été assassiné sur les lieux quelques années auparavant. Et de là va naître le jeu qu'on connaît, Esprit es-tu là, etc. Et ce jeu, pour elles c'est un jeu, mais ça va prendre des proportions inattendues. Ça va gagner leurs parents qui vont s'y prendre, ça va gagner tout le village. Le village qui, au bout d'un moment, va commencer par prendre peur, va commencer par considérer ces petites filles comme des sorcières et donc vont les chasser en quelque sorte. Et Kate et Margaret vont être recueillies par Léa, leur grande sœur qui est adulte, et qui va en fait faire de leur jeu un spectacle et même carrément une religion au fur et à mesure.
Alors, Hubert Haddad aurait pu faire de cette histoire un récit purement fantastique, c'est-à-dire vraiment parler d'histoires de fantômes, etc. Ou au contraire, il aurait pu démonter la supercherie du spiritualisme. Moi, vraiment, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il a eu l'habileté de ne pas choisir et de ne pas imposer de vision au lecteur. Il laisse planer le doute en permanence, grâce à une écriture extrêmement subtile. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le registre de l'illusion, du mirage, que ce soit pour parler des activités de Kate et Margaret, ou même de parler d'autres choses. Du coup, il va dévoiler juste ce qu'il faut des actions, des émotions, des personnages, de leurs pensées, pour qu'on puisse pas, nous, lecteurs, être en mesure de trancher sur l'origine de ces bruits, de ces phénomènes. On va pas être capable de choisir entre le rationnel et le surnaturel. Même si on a quand même l'impression que la petite fille Kate est une jeune fille qui a réellement le pouvoir de parler avec les morts, mais c'est jamais dit. Voilà, on ne sait pas. Et du coup, on va se concentrer sur le destin hors norme de ces deux jeunes filles, qui sont embarquées dans une aventure finalement qui les dépasse, quoi. Au bout d'un moment, elles ne maîtrisent plus ce qui arrive. Et donc on va s'attacher particulièrement à Kate, cette vilaine petite fille qui serait la fille du diable, très sensible, omnubilée par la mort, notamment par celle de son jeune frère qui a eu lieu quelques années auparavant. Donc voilà, alors ce roman parle de plein de choses. Donc ça parle évidemment de cette histoire un peu biographique, ça parle également de l'échec des rêves d'enfants, ça parle c'est aussi une chronique sur l'évolution de l'Amérique dans ces années-là, qui est au bord de l'industrialisation, au bord de la guerre civile également, avec plein de mutations sociales qui se présentent, comme l'abolitionnisme ou le féminisme qui commencent à arriver. Et c'est un livre sur l'inéluctabilité de la mort. J'aurais dû choisir un mot plus simple. Tout ça, voilà, raconter alors vraiment le style de Hubert Haddad, j'adore, parce que c'est un style qui a une véritable élégance, mais sans être pompeux, sans être orgueilleux, sans être... il ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais pourtant, voilà, c'est... En deux phrases, il est capable de dire ce que quelqu'un pourrait dire en 10 phrases, d'une façon totalement magnifique, sans utiliser forcément des mots très compliqués. Et vraiment, je ne sais pas comment il fait, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment sa marque de fabrique qu'on retrouve dans tous les livres que j'ai lus, en tout cas. Voilà pour Théorie de la vie d'une petite fille. Alors, on revient en Afrique avec Ni Aikui Parks, Notre quelque part, qui est aussi un auteur ghanéen, donc finalement on se retrouve un peu, même si on ne s'est pas concerté avant. Alors il faut que je cite la traductrice quand même, parce que c'est, à mon avis, en grande partie grâce à elle que ce roman a été si bien reçu en France. C'est Sika Fakambi, je reparlerai tout à l'heure. Alors ça parle de quoi? On se trouve dans un petit village du Ghana, qui est bien loin de la capitale, un village au bord de la jungle. Et un jour, dans une case, une jeune femme qui est la maîtresse d'un ministre découvre des restes organiques. Alors, on aurait pu complètement escamoter cette découverte, sauf que comme elle est la maîtresse d'un ministre, on ne peut pas laisser ça sans résoudre l'affaire. Du coup, il y a une escouade de policiers qui est envoyée là-bas, mais ils n'ont pas énormément de moyens, ils n'ont pas forcément les compétences pour résoudre ce type d'affaire. Et du coup, le chef de la police va demander, un peu, voire beaucoup sous contrainte, au personnage principal, Caillot, qui est un chimiste. Il va lui demander d'aller sur place pour réaliser une expertise médico-légale, puisque Caillot a fait des études en Angleterre et a des compétences de médecin légiste. Donc il n'est pas très content au début, Caillot, parce que lui, il n'a pas vraiment envie de se frotter à tout ça. Mais le chef de la police qui a les dents qui règle le parquet et qui a envie de monter en politique se dit que grâce à lui, on risque de pouvoir résoudre l'enquête. Et après tout, il se fiche éperdument de savoir quelle sera l'issue de l'enquête. Il faut qu'il y ait juste une solution qui soit trouvée et un coupable qui soit trouvé. Là où il a bien choisi, c'est que Caillot, c'est quelqu'un qui a un petit peu les pieds dans deux mondes, en fait. C'est une jeune personne donc qui a fait ses études en Angleterre, qui vit la vie moderne du Ghana, qui a l'impression d'avoir perdu un petit peu ses racines, puisqu'il comprend plus trop ses parents. Cela dit, il a quand même un respect des coutumes ancestrales, un respect des ancêtres que les policiers n'ont pas. Et c'est grâce à ça qu'il va réussir à gagner la confiance des habitants du village et au final réussir à résoudre l'affaire. Alors dans ce roman, il montre un choc de civilisation en fait entre la ville, Accra, donc la capitale, qui veut aller vers le modèle occidental, un modèle moderne,
mais qui est aussi gangréné par la corruption, par l'ambition politique et la soif du pouvoir, et en même temps un choc avec la civilisation de la campagne, en fait, de la jungle, qui est une civilisation qui respecte les coutumes des ancêtres et qui est basée sur l'harmonie avec la nature. Et là où l'auteur est très fort, c'est qu'il parvient à rendre cette opposition à travers le langage. Et c'est là aussi où la traductrice Sika Fakambi est très forte. C'est qu'il y a plusieurs voix dans ce roman. Il y a, donc c'était un roman qui a été écrit à la base en anglais, donc il y a l'anglais, on va dire traditionnel, que nous on connaît, qui sert de langue officielle. Il y a un anglais qui s'appelle une déformation de l'anglais qui est le pidgin, qui est une sorte de créole, en fait, qu'on pourrait comparer au créole français. Il y a aussi des langues locales dans les villages. Je crois qu'il y a le twi, le ga, peut-être d'autres. Et on a des personnages qui parlent ces langues différentes, et par exemple, dans le village, on a un chasseur qui refuse de parler anglais. Et donc Caillot va devoir lui-même faire des efforts pour parler sa langue, pour arriver à gagner sa confiance. Et donc la maîtrise de ces différents langages et des règles culturelles qui sont associées va être la clé de la résolution de l'affaire. Et Sika Fakambi, je trouve, même si j'ai pas lu la version originale, a effectué un excellent travail parce qu'elle a réussi à rendre ces différences de langue en traduisant vers un français qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas, avec des règles grammaticales différentes, avec un rythme propre à chaque langage, avec un ton différent. Et vraiment ça fonctionne, ça aurait pu être artificiel, mais non, ça fonctionne véritablement bien. On a vraiment l'impression que c'est un langage naturel, des langages naturels. Et ça participe grandement à la réception, je trouve, de ce roman par le lecteur. Et heureusement, parce qu'au final, Notre quelque part, c'est pas forcément un roman policier, c'est plus un roman sur les histoires qu'on raconte et les relations ambiguës qui existent entre les contes, et ici les contes africains, et la réalité. Donc voilà, c'est vraiment un excellent roman. J'espère qu'on en verra d'autres de Nyaikwoye Parks. Donc Notre quelque part. C'était pas dans ma liste, mais j'en profite pour parler quand même de ce qu'ils sont là. Le Snapshot, nouvelle voix du Cain Prize, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est également traduit par Sika Fakambi, et qui est un recueil de nouvelles qui ont été sélectionnées ou qui ont été lauréates du Cain Prize africain, donc qui est un des plus grands prix africains, un des plus grands prix littéraires. Ça parle donc aussi de l'Afrique d'aujourd'hui, de son quotidien, de ses barrières, de ses espoirs. C'est très percutant, très bien écrit, et vraiment ça donne une image des mutations qui sont en cours sur ce continent, qui est tiraillé entre ces problèmes, on va dire, internes, et ceux qui sont apportés par l'Occident qui vient mettre les pieds sur ce territoire sans vraiment faire attention à ce qu'il fait. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je vous conseille également de lire. C'est un très joli panel de ce qu'on peut voir en littérature africaine. Et pour finir, je vais parler de deux sorties assez récentes en poche. Léo Perutz. Donc il y a Le Maître du Jugement Dernier et La Troisième Balle. Alors j'ai commencé par Le Maître du Jugement Dernier, qui a été écrit après La Troisième Balle. Et j'ai vraiment trouvé des similitudes dans ces romans, c'est évident. J'ai une petite préférence pour La Troisième Balle parce que ça parle de conquête espagnole, et j'aime beaucoup les romans qui parlent de conquête espagnole. Et donc dans ce roman, La Troisième Balle, on a sur fond, on est aussi dans le fantastique, assez léger, mais dans le fantastique. Il est question d'une arquebuse maudite sur fond de conquête espagnole, donc en territoire aztèque, et d'un soldat allemand qui va lutter presque à lui tout seul contre l'armée de Cortés, qui s'apprête à défaire le roi Montezuma. Donc, je ne vais pas en dire plus. Vraiment, moi, dans ces deux livres, ce qui a retenu mon attention, ce sont les personnages qui sont habités, en fait, qui sont vraiment habités par quelque chose, qui sont aux prises avec des forces qui les dépassent. Ce sont des personnages également mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas tout sur eux. C'est souvent à la première personne, mais par exemple, dans Le Maître du Jugement Dernier, le narrateur ne nous dit pas tout sur lui, et on découvre petit à petit, un peu par hasard, des traits de caractère qu'il a, semble-t-il, voulu cacher, mais qui par des discussions avec d'autres personnages nous apparaissent, et qui montrent que il ne nous dit pas tout sur lui, et du coup on en vient à douter un petit peu de ce qu'il dit, on devient méfiant. On a la même chose dans La Troisième Balle, parce que l'un des narrateurs, il y a deux narrateurs, et l'un des narrateurs, celui qui narre la partie centrale la plus importante, finalement il raconte des choses qu'il n'est pas forcément censé savoir.
il raconte des conversations qui ont eu lieu alors qu'il n'était pas forcément là. Et donc voilà, on est en permanence en train de se dire mais c'est bizarre, c'est pas normal qu'il puisse nous raconter ça. On est en permanence en train de douter et je trouve ça vraiment très, très séduisant comme façon d'écrire. Voilà, les personnages toujours avec la psychologie qui finalement compte presque plus que l'intrigue. C'est du fantastique assez classique, on va dire. Quand on a l'habitude de lire du fantastique, on va pas forcément être surpris par le fin mot de l'histoire. Mais vraiment ce qui est passionnant, c'est l'évolution de la psychologie des personnages, la façon dont ils sont hantés par les choses qui leur arrivent. Et bon, malgré ça, le mystère, même si on se doute un peu de ce qui va se passer, reste inquiétant et reste passionnant. C'est ça qui est très fort avec lui. Voilà, il y a aussi ce qui m'a plu avec la troisième balle, c'est que Léo Perrault mélange l'histoire avec un grand H et c'est l'approprie pour raconter des petites histoires à l'intérieur, et ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, Léo Perrault, la troisième balle et le maître du jugement dernier. Voilà. J'aurais pu parler aussi de plein d'autres romans, j'aurais pu parler de Château Renaud, de Piglia. J'aurais bien aimé vous parler de Piglia, mais c'est un petit peu comme le dit Genji, j'ai pas tout compris, donc je pense que j'aurais eu du mal. Dans La ville absente, j'aurais eu du mal un peu à vous prendre, mais voilà. Enfin, il y a plein de livres à découvrir chez Ulma, allez-y.